Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la créativité en éco-conception et plus particulièrement à un outil développé par Ginkgo 21 pour soutenir la créativité en éco-innovation. Et il s'agit de la roue des éco-solutions. Donc, je suis Hélène Telan, je suis la fondatrice du cabinet Ginkgo 21. Je travaille dans l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception depuis 1992. Et j'ai notamment publié le guide de l'éco-innovation en 2014. Et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Cécile. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis ingénieure en analyse d'impact environnementaux et en éco-innovation. Donc, je réalise des ACV, analyse de cycle de vie, et je fais également de l'accompagnement en éco-conception. Globalement, ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Ginkgo 21 et que je travaille sur ces sujets qui concernent vraiment l'éco-innovation de manière complète. Alors, deux mots sur Ginkgo 21, c'est un cabinet de conseil et de formation en ACV et éco-conception. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition vers l'économie de demain, et en particulier une économie décarbonée, circulaire, responsable, collaborative. Et pour faire ça, eh bien, nous nous appuyons sur 5 grands piliers qui sont d'une part l'ACV pour mesurer les impacts, mais également l'éco-conception et l'éco-innovation, et ce sera le thème de notre webinaire aujourd'hui, pour améliorer les offres de l'entreprise, qu'il s'agisse de produits ou de services. Nous travaillons aussi sur de nouveaux modèles économiques, qui est une sorte d'extension de l'éco-conception, où là, on ne travaille plus seulement sur le produit, mais sur tout le système de l'offre, en fait, avec la façon dont on va facturer le client. Et puis, tous ces domaines sont encore relativement nouveaux et donc il y a un gros besoin de formation. Donc, nous animons des formations à la fois chez nos clients et chez Ginkgo 21. Et puis, eh bien, pour que tout cela fonctionne bien, nous avons besoin d'humains qui soient debout et bien solides. Et nous avons aussi une offre d'accompagnement sur par exemple, une fresque de l'éco-anxiété pour accompagner les personnes face à tous ces défis-là. Donc, notre devise, c'est cultivons ensemble l'économie de demain. Pour ce Ok, webinaire, merci un point beaucoup. logistique. Ouais. Ouais. Donc, j'enchaîne sur le point logistique en 3 points. Donc, si vous avez des questions, je vois que ça commence un petit peu. N'hésitez pas à les déposer dans la conversation. On prendra le temps à la fin du webinaire pour les traiter. Le support vous sera envoyé par mail, donc à toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Et enfin, il y aura un replay qui sera disponible sur YouTube. Donc, voilà. Hélène, je te laisse prendre la main. OK, merci. Donc, je vais vous proposer de regarder quelques images. Un peu plus lentement. Pardon. Voilà, merci de laisser cette image-là. En fait, tout notre travail chez Ginkgo 21 et tout ce dont on va parler dans la suite de ce webinaire, eh bien, c'est pour ça. C'est pour préserver autant que faire se peut ce jardin merveilleux qui nous a été euh, donné, qui nous est offert. Et c'est important pour nous ben, de mettre toute notre énergie à la préservation de cette terre. Euh, et donc, le webinaire qui suit ben, est offert en gratitude à la Terre aussi. Et donc, il va s'organiser comment, Cécile? Il s'organise du coup en 4 temps. Donc, on a tout d'abord un temps d'introduction. Ensuite, on va venir vous présenter le jeu, donc la roue des écosolutions, avec un peu un point historique, quelles sont nos inspirations et aussi les supports, donc les cartes et le plateau. Ensuite, on va enchaîner sur une animation. Donc, l'objectif, ça va être de vous présenter une étude de cas et de voir un peu comment est-ce qu'on peut dérouler ce jeu. Et enfin, on va terminer par une conclusion. Voilà. Donc, tout d'abord, l'introduction. Hélène, je te laisse la main. Donc, le jeu des éco-solutions est dédié à l'éco-conception, vous l'avez compris. Nous
pensons qu'il est utile de rappeler la définition de l'éco-conception. Ça consiste à réduire les impacts euh, environnementaux négatifs d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie, tout en maintenant une qualité de service rendu. Et ça s'exprime notamment par ce coefficient, ce ratio qu'on appelle l'éco-efficience et qu'on va chercher à maximiser. Comment maximiser le service rendu tout en minimisant les impacts sur l'environnement. Et cette démarche d'éco-conception, tu peux passer à la planche suivante, elle se décline sur un large spectre qui va de l'éco-optimisation, où par exemple, dans l'industrie automobile, on a des boucliers en polypropylène sur les voitures, eh bien, on pourrait, et c'est déjà été le cas, on peut remplacer le polypropylène vierge par du polypropylène recyclé, et ça, c'est de l'éco-optimisation, et c'est déjà de l'éco-conception, mais on va transformer peu le produit. Et puis, ça peut aller jusqu'à différents stades, à travers différents stades, jusqu'à l'éco-innovation plus radicale. Et je citerai par exemple l'entreprise Signify, qui est l'ancienne branche euh, éclairage de Philips, qui, au lieu de vendre des ampoules aujourd'hui, propose de vendre de la lumière. Donc, c'est un service d'éclairage. Et ça permet d'optimiser le service rendu parce qu'on a des professionnels de l'éclairage qui viennent sur site proposer des éclairages particuliers. Et ça permet aussi d'investir dans des LED qui conduisent à une consommation d'énergie très, très réduite. Par exemple, on arrive à atteindre dans une usine une réduction de 50% sur la facture d'éclairage, à la fois en termes d'impact environnemental, mais aussi en euros. Et donc, ce côté d'innovation, il est important chez nous et nous le cultivons depuis les débuts de Ginkgo 21. Et peut-être que c'est vrai, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous le savez tous puisque vous êtes inscrits. Nous fêtons cette année les 20 ans de Ginkgo 21. Je suis heureuse de voir que nous avons poursuivi sur cette lancée, puisqu'au départ, notre devise, c'était quitte à éco-concevoir, autant innover. Puisque à l'époque, il y a 20 ans, c'était un peu moins, les préoccupations environnementales étaient beaucoup moins prégnantes qu'aujourd'hui. Et donc, ne serait-ce que pour vendre des missions, il fallait convaincre les entreprises qu'on avait quelque chose à leur apporter. Et donc, moi, ce que j'avais imaginé, c'était que grâce à l'éco-conception, en se posant de nouvelles questions sur le produit, sur ses impacts environnementaux, on allait ouvrir le champ de l'innovation. Et c'est ce qui est effectivement le cas. Et donc, ça nous a conduit à ce yin-yang de l'éco-conception et de l'innovation. Les deux sont vraiment intrinsèquement liés, étroitement liés. Euh, je voulais aussi préciser que en innovation, toutes les questions ne nécessitent pas de recherche créative. Notre jeu des écosolutions, il soutient une recherche créative, mais parfois, euh, par exemple, si on est sur une recherche de matière, eh bien, une fois qu'on a identifié que qu'on souhaiterait trouver une matière de telle et telle, avec telle et telle propriété, c'est pas tant une recherche créative qui va nous aider qu'une recherche systématique de fournisseurs et une veille matière. Donc voilà, c'est important de comprendre que ces recherches créatives, elles ont beaucoup de valeur, elles sont précieuses. Néanmoins, elles viennent s'intercaler aussi avec d'autres phases de recherche qui sont moins créatives mais plus systématiques. Donc, on va passer maintenant à la présentation du jeu. Tout à fait. Alors le jeu, comment il se structure? Il se structure d'abord sur un plateau où on va présenter les branches de premier niveau, donc des thématiques. Et ensuite, on va pouvoir, enfin, il y a des cartes, il y a plusieurs cartes qui permettent en fait de générer un maximum d'idées. Et donc elles sont distribuées et placées enfin, tout autour du plateau. Donc, un jeu, c'est un plateau, des cartes. Globalement, si on veut retenir quelque chose, c'est ça. Et peut-être que Hélène, tu peux nous introduire un peu plus quel est l'historique de ce jeu Mhm. et comment est-ce qu'il a été amené à émerger. Tout à fait. Donc, depuis les tout débuts de Ginkgo 21 en 2005, en fait, nous avons développé une approche pragmatique. Notre vision, c'était et c'est toujours qu'il y a des pionniers qui ont ouvert la voie de l'éco-conception. On peut citer des entreprises comme Interface ou Patagonia, qui ont vraiment
véritablement défricher des chemins d'éco-innovation et que pour déployer plus largement cette démarche d'éco-conception dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, eh bien, un des moyens les plus efficients, les plus efficaces, c'est de s'appuyer sur ces exemples-là. Donc, nous avons commencé à collecter des exemples de produits et de services éco-conçus, euh, à la fois dans nos propres projets que nous accompagnons, et puis aussi dans la littérature et sur Internet. Et puis, au bout d'un moment, nous avons eu envie de structurer tous ces exemples-là pour faire émerger des lignes directrices, des recommandations plus génériques. Et ça nous a conduit à structurer tous les exemples que nous avions rassemblés en carte d'idées. Vous voyez cette carte d'idées publiée dans le guide de l'éco-innovation, donc en 2014 qui se présente avec des branches, par exemple, on va avoir une branche matériaux, puis ensuite des sous-branches, des matériaux à moindre impact, des matériaux plus légers, des matériaux non toxiques, renouvelables, biosourcés, etc. Et ensuite, les branches se divisent encore en sous-branches et à la fin, on a toujours un exemple. Ce qui prouve que cette branche a de la valeur aussi. Il y a un exemple concret, ça a été appliqué dans un secteur particulier et ça peut trouver une application ou ça peut donner de l'inspiration dans un autre secteur. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Et aujourd'hui, ce que nous vous proposons avec la roue des écosolutions, bah, c'est simplement une gamification de cette roue qui existait déjà il y a une dizaine d'années. Alors bien sûr, nous avons mis à jour les exemples et puis nous avons continué à nourrir cette base d'exemples. Tout à fait. On voit qu'il y a aussi plus d'axes qu'on peut parcourir aujourd'hui par rapport à la version de 2014, mais en effet, c'est une amélioration et surtout une gamification. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil que l'on peut utiliser pour pouvoir générer de manière ludique des idées et donc stimuler la créativité des équipes. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça va être d'ouvrir le champ des possibles. Donc l'objectif, c'est vraiment de balayer large au niveau des leviers d'éco-conception pour pouvoir générer de nouvelles opportunités. Ensuite, c'est un gain de temps parce que c'est un outil qui a déjà où la réflexion est déjà poussée et donc on peut facilement trouver des leviers et des réflexions pour faire de l'éco-conception. Et enfin, le dernier objectif, c'est favoriser l'échange entre les services et départements. Donc ça, c'est de manière générale en créativité, on essaye de faire des équipes qui sont pluridisciplinaires pour pouvoir justement faire émerger différentes idées à différentes étapes potentielles du produit ou du service. Alors, pour Voilà. développer euh, la roue des éco-solutions, eh bien, nous ne sommes pas partis de rien. Nous sommes appuyés sur ce qui existait déjà. Et vous connaissez peut-être cette fameuse roue de Brézé qui a été développée par Hans Brézé en 1997, qui était un chercheur néerlandais. Et il avait identifié 7 branches privilégiées pour la recherche de solutions pour l'éco-conception. Ces 7 branches-là décrivent plus ou moins les étapes du cycle de vie, puisqu'on passe des matériaux à la production, la logistique, pour arriver jusqu'à la fin de vie. Et puis, il avait une 8e branche, qui est notée 0 ici, sur le développement de nouveaux concepts, mais cette branche était peu documentée dans ses travaux. Et finalement, notre roue des éco-solutions, eh bien, elle vient compléter et étendre cette roue de Brézé. Alors, nous nous sommes aussi appuyés sur TRIZ, faut- TRIS, c'est une méthode d'innovation qui a été développée au milieu du XXe siècle. Et parmi tous les outils que propose TRIS, il y a les 40 principes inventifs. Donc nous avons testé au cours d'un programme de recherche, nous avons testé systématiquement tous ces principes inventifs sur un grand nombre de cas d'éco-conception. Et finalement, nous avons pointé ou sélectionné 8 principes qui sont les plus utiles dans des cas d'éco-conception. Et ces 8 principes sont entourés ici. Et par exemple, vous avez le principe de qualité locale. Eh bien, lui, il consiste à n'apporter la performance ou la fonction euh, que là où elle est strictement nécessaire. Et on voit bien comment ça peut conduire à réduire les impacts environnementaux. Je donne un exemple concret. Si vous avez une table, eh bien, il est important qu'elle ait un bel aspect sur le dessus, mais pas forcément sur le dessous. Le plateau n'a pas besoin peut-être d'être verni dessous. Eh bien, si vous utilisez moins de vernis, vous aurez aussi moins d'impact. Voilà.
Alors, vous verrez que sur certaines des cartes, les principes tristes sont mobilisés et c'est repéré avec ce petit pictogramme. Tout à fait. Et donc, grâce à ces inspirations et aussi à notre savoir-faire et nos capitalisations en interne, on a pu développer la roue des écosolutions qui reprend plusieurs de ces principes. Il s'agit bien d'un outil de créativité, hein, d'un outil d'idéation qui, en fait, assiste au niveau du processus d'éco-conception et notamment dans les étapes créatives. Donc, le format, généralement, ce qu'on vous propose, ce serait un atelier d'une demi-journée, donc de 3 à 4 heures, avec une équipe de 4 à 12 personnes. Au-delà de 12 personnes par table, ça commence à devenir complexe pour animer, on va dire, pour l'animateur, et pour laisser aussi circuler la parole autour à travers tous les participants. Après, au niveau de la durée, en fonction de l'ampleur de la recherche créative que vous souhaitez, c'est possible de faire soit une journée complète, soit plusieurs ateliers de demi-journée pour pouvoir justement balayer l'ensemble des axes parce que, bah, comme vous le voyez, il y en a quand même 15 et ça fait pas mal de cartes aussi derrière à consulter. Donc voilà, potentiellement, il y aura besoin d'itération en fait au niveau d'ateliers de créativité. Donc le jeu, le plateau, enfin la première carte, on va dire, de ce jeu, c'est le plateau. Donc le plateau de jeu, il présente les 15 branches qui sont en fait des leviers d'éco-conception. Le premier qui est le plus important et qu'on a voulu mettre en avant dans cette roue, c'est l'axe sobriété. Tout simplement parce que c'est le B à bas en éco-conception. En fait, on cherche à rendre plus sobre les usages, on cherche à être plus sobre en impact, plus sobre en matières premières, etc. Donc c'est vraiment notre pilier. Donc, c'est la première branche. Après, on a 8 branches qui vont concerner plutôt des leviers liés au cycle de vie. Donc, ça commence par la branche numéro 2 avec matériaux jusqu'à la fin de vie. Donc, on retrace en fait le cycle de vie du produit. Donc, avec la fabrication, donc les matières premières, l'énergie, les process. Puis la distribution avec les emballages, le transport, l'usage, donc la phase d'usage, d'utilisation, la phase plus d'entretien, maintenance, juste avant la phase de fin de vie. Donc en fait, c'est ce que l'on voit à travers la petite vague blanche sur les pétales. En fait, toutes ces pétales-là concernent le cycle, enfin, concernent des branches qui sont liées au cycle de vie. Et après, en fait, on a des notions un peu plus transversales avec, par exemple, le changement de modèle d'affaires, la durabilité accrue, la fonctionnalité adaptée, la dématérialisation, le biomimétisme et le comportement du consommateur. Donc, en fait, tout ça forme plusieurs leviers d'éco-conception qui peut être intéressant et pertinent d'explorer pour pouvoir justement réduire nos impacts environnementaux du produit ou du service. À noter que certains exemples peuvent être situés dans plusieurs branches. Ça peut être le cas, par exemple, d'une structure en nid d'abeille. C'est à la fois du biomimétisme parce qu'on vient s'inspirer du vivant, mais en même temps, on vient travailler sur les matériaux parce qu'on vient alléger en fait la structure grâce à cette ergonomie en nid d'abeille. Donc en fait, il n'y a pas forcément de frontières. On peut être amené à avoir des idées qui peuvent être semblables à travers plusieurs axes, mais l'objectif, en fait, c'est vraiment générer un maximum d'idées à travers ces différentes thématiques. Donc ça, c'est le plateau. Et autour du plateau, comme on l'a vu sur la photo précédente, il y a plusieurs cartes. Donc là, on a déjà les cartes de niveau 2, donc c'est les sous-branches qui viennent en fait actionner des leviers de réflexion. Donc on vient en fait pousser la réflexion d'une branche par des cartes. En tout, il en existe 45 et elles viennent se répartir sur l'ensemble des 15 branches. Globalement, comme vous le voyez, là je les ai aussi en physique, la couleur de la branche est une continuité avec la couleur de la carte et on a aussi les numéros pour pouvoir se repérer. Donc ça, c'est le premier niveau. Et on a un dernier niveau, comme le mentionnait Hélène, avec les éco-solutions. Donc l'objectif, c'est de vous montrer que ben, les thématiques que l'on présente. Donc là, en l'occurrence, c'est proposer une solution minimaliste. Derrière chaque thématique, en fait, on peut avoir une éco-solution, donc un exemple concret d'éco-conception qui est appliqué.
Donc, ça vous permet de vous inspirer et potentiellement de faire un parallèle avec votre produit et votre service, mais ça vous permet aussi de pousser la réflexion à travers des thématiques encore plus approfondies que le niveau précédent. Voilà. Et là, en tout cas, il en existe 140 qui sont pareils, dispatchés autour des niveaux 2 associés. Donc là, on est sur notre branche sobriété, notre sous-branche questionner le besoin et notre éco-solution proposer une solution minimaliste. Et après, du coup, on peut venir les disposer comme ceci autour de la roue. Donc, notre niveau 1, notre niveau 2, notre niveau 3. Il existe plusieurs niveaux 3, donc plusieurs éco-solutions par niveau 2. Et par branche de niveau 1, donc par pétale, il existe aussi plusieurs niveaux 2. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, il y a 45 pardon, cartes de sous-branches et 140 cartes d'éco-solutions qui sont à répartir du coup en fonction de tous les niveaux 2 que l'on pourrait avoir autour de la roue. Donc ça, c'est pour le support. Et maintenant, je vous propose de passer à une petite animation, donc à faire une petite mise en situation d'un atelier d'idéation en éco-innovation pour que vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut jouer en fait avec ce jeu. La première étape, qui n'est pas des moindres, c'est préparer l'atelier en amont. Donc, il y a les basiques comme choisir une date, définir les participants et veiller à avoir un animateur et un jeu complet par table. Mais il y a aussi, ce qui est très important, c'est poser le cadre en amont. Donc, préciser la problématique, donc définir un contexte, définir la problématique et à l'issue de cette problématique, définir les branches que l'on veut parcourir pendant la séance, pendant l'atelier. C'est important parce que comme il y en a 15, c'est quand même bien de pouvoir cibler en fonction de là où est-ce qu'on trouve les impacts, donc en fonction de notre problématique. Pour que ça soit un petit peu plus clair, on va passer à une étude de cas. Donc peut-être que Hélène, tu peux nous poser le cadre de notre étude de cas. Donc, nous avons retenu comme étude de cas une chaussure plate du quotidien. Et donc, notre problématique de départ, ça serait éco-concevoir la chaussure plate du quotidien. Mais pour savoir plus précisément quels sont les bons leviers d'éco-conception pour ce produit-là, eh bien, nous allons aller voir les résultats d'analyse de cycle de vie. Donc, nous sommes allés sur le site Impact CO2 de l'ADEME pour différentes chaussures. Et si on prend la première en haut à gauche, on voit 18,5 kg de CO2 équivalent et qui se répartissent avec plus de 90% sur la fabrication. Et c'est le cas aussi pour les deux autres chaussures. Donc ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que une démarche d'éco-conception pertinente devrait cibler les étapes de fabrication en priorité. Donc ça va être matériaux, procédés, et puis également la durabilité, parce que si on a une durée de vie plus longue, eh bien on va pouvoir amortir les impacts de la fabrication sur un usage qui va être plus long et plus important. Donc ça nous conduit à la reformulation suivante. Maintenant, nous souhaitons concevoir une chaussure durable, confortable et sobre, donc ça c'est pour qu'elle dure longtemps, qui limite l'impact des matériaux et de la production tout en prolongeant sa durée de vie. Donc là, on a vraiment insisté sur sur la durabilité. Et ça te donne quoi comme indice, Cécile, pour sélectionner les pétales prioritaires? Oui, bah, comme tu l'as mentionné, vu que c'est la phase de fabrication qui a le plus d'impact, on pourrait se situer en amont du cycle de vie, donc sur les enfin, sur les axes matériaux, énergie, process. Donc matériaux principalement avec les matières premières. Et après, en transversal, on pourrait prendre sobriété, changement de modèle d'affaires et durabilité accrue, parce que justement, on vient amortir l'impact en fonction de l'usage, enfin de la durée de l'usage du produit. Et là, en l'occurrence, pour cette étude de cas, on va vous présenter un peu plus en détail cette branche-là qui est durabilité accrue. Pour la petite mise en situation, Hélène, tu seras une participante de l'atelier de créativité et du coup, je vais te proposer moi d'animer cet outil. Avec plaisir. Donc, c'est parti. Ok, donc la première carte, donc on voit bien la continuité donc, au niveau des couleurs. Avant, en sobriété, on était sur du jaune. Ici, on est plutôt sur du vert clair. Mais en tout cas, la première carte et donc la première question que je vais te poser, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la durée de vie technique de nos chaussures?
Donc simplement avec cette induction, je peux penser par exemple choisir des matériaux qui vont bien résister au frottement et qui ne vont pas avoir trop d'usure liées au frottement. Oui, c'est une super idée. OK. Peut-être qu'on peut essayer d'aller, un peu plus dans le détail avec une carte, d'éco-solutions. Comment est-ce que tu pourrais prévenir l'usure d'une chaussure? Donc quand je vois prévenir l'usure, je pense tout de suite voilà, aux parties qui sont les plus rapidement usées sur une chaussure. Donc on pense au talon, à la semelle, à la pointe, le bout de la chaussure. Voilà, qui sont des points qui Mmh. sont usés en priorité. Donc voilà, ça pourrait nous donner des pistes pour aller dans ce sens-là. Tout à fait. Ouais. Très bonne idée. Moi, j'en ai une autre quand je lis le verso. On a un exemple sur, les verres, de lunettes qui sont traités avec un traitement anti-rayures. Donc là, on pourrait aussi prendre, des chaussures en cuir et faire un traitement pour éviter que justement il y ait des rayures ou éviter peut-être les matières qui sont vernies. Mhm. Peut-être que je ne l'ai pas mentionné, mais on est vraiment sur une continuité entre les cartes. Donc là, on est sur une carte de niveau 2, donc avec la même couleur que la branche, plus une feuille Monstera qui permet en fait au niveau 3 de se repérer. Et on a un rappel à chaque fois du niveau 1 et du niveau 2 avant de passer au niveau 3 et à l'exemple derrière qui est l'éco-solution. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Si on continue dans notre séance de créativité, comment est-ce qu'on pourrait permettre la réutilisation de ces chaussures? Alors, réutiliser les chaussures de quelqu'un d'autre, ça peut nous refroidir un petit peu. On peut avoir une appréhension en se disant, il y a peut-être des questions d'hygiène. Donc, moi, j'aimerais bien peut-être proposer une semelle intérieure qui serait interchangeable pour, Ouais. pour une sorte de remise à neuf. Ouais, c'est Ça, une c'est une très bonne idée proposition. et c'est en Hein. lien avec bah, du coup la prochaine carte qui est concevoir de manière modulaire. Donc ça peut être Mm. une première réponse, avoir une semelle intérieure qui est modulable. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, on a des chaussures de sport où la semelle extérieure peut être détachée et peut être remplacée une fois qu'elle est usée. On pourrait même imaginer une chaussure qui serait plus versatile avec une semelle épaisse pour les activités en extérieur et une semelle plus fine pour des activités en gymnase, par exemple. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, du coup, je pense que vous avez compris un peu le principe. L'objectif, c'est de continuer un peu à bah, balayer les cartes de niveau 3 qu'on a présélectionnées et générer un maximum d'idées sur chacune des cartes. Là, on est allé assez rapidement sur chacune des cartes, mais voilà, l'objectif, c'est de générer plusieurs idées, un maximum d'idées par carte d'éco-solution. Et donc là, on a fait un premier niveau 2, mais il en existe un deuxième sur cette branche, c'est augmenter la durabilité effective de la chaussure. Donc la première carte, ça serait par exemple développer l'attachement de l'utilisateur. Est-ce que OK. Ah, tu saurais... alors, en fait, là, quand je vois cette carte-là, j'ai pas trop, c'est pas très clair pour moi, et donc ça pourrait être intéressant d'aller regarder l'exemple. Et ensuite, on va avancer, on va pas dérouler toute la suite du jeu parce que je vois qu'il est déjà 12h30. Oui, tout à fait. Bah, du coup, il y a un exemple derrière qui va pas pouvoir donner des indices et de l'inspiration potentiellement si on ne voit pas trop comment faire de prime abord sur la carte. Et après, pareil, on va pouvoir développer les différentes cartes de niveau 2 et pareil, les ranger autour de la carte. Là, dans notre étude de cas, dans notre simulation, on n'a pas noté les idées, mais ce qui est super important en séance de créativité, c'est vraiment noter toutes les idées qui sont émises pendant cet atelier pour ne pas les oublier. En fait, vu qu'on va passer beaucoup du coq à l'âne, globalement, si on les note pas, enfin, on va les oublier, c'est certain. Et donc, l'objectif, c'est de les noter bah, dès qu'on a une idée, on la note, soit à travers des post-it, soit à travers un tableau. Donc ça, c'est une manière d'animer. Il en existe d'autres. Mhm. Je sais pas Là, si tu veux c'était présenter les une variantes. façon assez coopérative. On peut imaginer de mettre un brin de compétitivité dans l'affaire en jouant avec deux équipes, en marquant des points à chaque idée suggérée, en ayant un bonus de points si on rebondit sur les idées des autres, et puis en mettant un chronomètre
pour être sous contrainte de temps. Ça, par expérience, ça permet d'aller plus vite et de dynamiser encore plus l'utilisation du jeu. Donc, mais c'est juste une proposition. Le jeu est très flexible et c'est à vous, en fait, de vous l'approprier et de voir comment vous avez envie de jouer avec. Je propose de passer maintenant à des conseils sur des séances de créativité qui vont au-delà de ce simple jeu des éco-solutions, parce que ça s'applique, ces conseils, à toute session de créativité. Donc, premièrement, et Cécile nous en a parlé, bien prendre le temps en amont de préparer l'atelier, de bien cibler la problématique. Euh, Ensuite, de, de savoir, de bien préparer tout le matériel, de vérifier que la salle est lumineuse et modulable, donc les conditions matérielles sont importantes. Il faut aussi ouvrir largement, c'était le deuxième point, la réflexion. Et là, ça dépend un petit peu En fait, ce qui est important, c'est de cibler votre marge de manœuvre ou l'ambition de votre démarche. Voilà. Et si l'ambition est grande, eh ben, vous pourrez aller jusqu'à remettre en cause le produit pour le repenser. Et si l'ambition est plus faible, eh bien, c'est important de le savoir pour être le plus efficient possible dans notre démarche. Pendant l'atelier, donc évidemment une communication bienveillante, ne pas hésiter à faire des pauses pour que les personnes se rechargent en énergie. Et puis garder suffisamment de temps pour conclure et aménager l'espace la façon la plus adéquate. Ça va dépendre de votre animation. On peut passer à la planche d'après. Euh, voilà. Donc, une fois qu'on a tout un lot d'idées, c'est important de les prioriser. Pour ça, vous allez faire des choix collectifs. C'est toujours peut-être on n'a pas assez insisté là-dessus, mais c'est une recherche créative de groupe. Et donc, vous allez sélectionner, peut-être vous avez allez, une centaine d'idées, vous allez vous ramener à une vingtaine d'idées pour lesquelles vous ferez une fiche synthétique qui décrit l'idée pour qu'on évite d'oublier ce qu'il y avait derrière cette idée-là. Et ensuite, les participants vont se répartir ces fiches idées et de façon asynchrone vont compléter, documenter ces fiches idées et revenir ensuite, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, en atelier pour sélectionner les idées les plus pertinentes, éventuellement les associer et aller vers un plan d'action. Ok, donc là on a vu un peu de manière très brève une manière dont on pouvait animer et comment est-ce qu'on peut trier, enfin en tout cas encadrer nos idées par la suite pour les faire vivre. Et donc en conclusion, comme vous l'avez constaté, c'est un jeu qui est très ludique, qui permet d'ouvrir le champ des possibles sur plusieurs thématiques d'éco-conception et qui permet aussi de couvrir un champ assez vaste au niveau de l'exploration, donc à travers ces différents niveaux et aussi à travers les exemples. Et donc ça permet vraiment de générer et de stimuler la créativité de manière complètement différente, donc soit plutôt théorique par des thèmes et des thématiques, soit plutôt d'un point de vue pratique à travers des images, des exemples, et ce qui permet du coup la fertilisation croisée. Donc maintenant, on va conclure pour laisser le temps aux questions, mais globalement, on vous invite vraiment à y jouer et à le tester avec vos équipes, à faire émerger vos propres idées sur vos propres produits et services et pouvoir après faire du prototype et générer des éco-solutions qui sont concrètes et adaptées à votre entreprise. Ça, c'est une petite valise de la boîte. Donc, la boîte, ce qu'elle va contenir, c'est un plateau de jeu, 185 cartes, du coup, et un poster. Et Et nous proposons des offres qui accompagnent cette boîte. En fait, alors il y a un atelier découverte du jeu qui inclut un cadrage de la problématique, une animation d'une demi-journée de jeu et un débrief sur ce qui s'est passé pendant cette demi-journée et les suites que vous pouvez envisager. Ça, c'est facturé à 2500 euros hors taxe. Donc, on a aussi la même chose, mais sur une journée où on va avoir une fresque de l'éco-conception en matinée et l'après-midi, le jeu des éco-solutions. Ça fonctionne très bien ensemble. Et sinon, ça c'est pour plutôt de la découverte.
Si on veut aller, si vous êtes déjà dans une démarche d'éco-conception, vous souhaitez dynamiser votre démarche, là, on vous propose une démarche complète de créativité. Et là, ça va être plusieurs jours d'accompagnement, ça va être sur mesure en fonction de la maturité de votre projet. Et puis sinon, on a aussi des projets pilotes d'éco-conception, par exemple des projets standards qui sont financés par la BPI à 18 000 euros avec 18 jours d'accompagnement, qui inclut évidemment de la recherche créative qui va s'appuyer sur la roue des éco-solutions. Donc tout ça peut être effectivement subventionné par la BPI et par l'ADEME. Et nous avons en préparation une formation d'animateur qui sera proposée aux entreprises, mais aussi aux consultants et aux enseignants. Je voudrais préciser qu'on a une offre promotionnelle avec le lancement du jeu de 10% si vous commandez votre session de créativité avant mi-décembre cette année, en précisant que c'est pour les 20 ans de Ginkgo 21. Et puis sinon, je voudrais conclure sur deux verbatims d'entreprises chez qui nous avons animé des sessions de créativité. Je vous les laisse lire. Euh, Ces sessions de créativité, voilà, ces verbatims montrent qu'elles sont vraiment fructueuses en termes d'émergence de solutions pertinentes et qu'elles permettent d'ouvrir le champ. Et je crois qu'on peut laisser le champ aux questions. Oui. Alors, si on prend les questions dans la conversation, existe-t-il une attestation de participation pardon, à la fin de ce webinaire? On vous enverra les supports, mais on n'a pas prévu forcément de vous envoyer des attestations. Après, ça peut se faire au cas par cas. Voilà. Sur la Euh, question des services, je rebondis comme ça, tu peux lire les autres. Je prends la dernière ouais, question. Effectivement, sur les services, finalement, les services sont souvent aussi soutenus par une dimension matérielle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer les branches matériaux, etc. Mais c'est vrai que les branches sur la réflexion sur le changement de modèle d'affaires, par exemple, peuvent être pertinentes ou également, enfin, toutes les branches qui sont transverses, y compris des branches comme le biomimétisme, où on a des modèles d'organisation dans des insectes sociaux, comme ou sociétaux, je ne sais pas comment on dit, mais comme les fourmis ou les abeilles qui peuvent donner de l'inspiration sur des services. Il y avait une ok. question de Xavier sur peut-on avoir accès à ce jeu? Donc, je pense qu'on a répondu avec la proposition des offres. Oui. Et- Et une dernière question qui est le temps de priorisation et de formalisation est-il compris dans la durée des 3 à 4 heures prévues? Euh, Il y a une présélection qui est faite, une priorisation qui est faite en fin d'atelier, oui. Et après, du coup, à voir comment est-ce qu'on fait pour rédiger les fiches idées. Mais en tout cas, oui, il y a une présélection qui est dans la conclusion, en fait, de l'atelier. Mm. Bon, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, c'est ça? OK. Peut-être qu'on peut avancer sur les actualités de Ginkgo 21. Oui, Donc, c'est l'occasion de vous annoncer, si vous ne les avez pas encore repérés ou si vous n'êtes pas encore inscrit, les deux prochains webinaires qui se tiendront jeudi prochain et jeudi dans 15 jours. Le premier sur déployer et systématiser l'éco-conception avec un exemple dans l'industrie. Ce sera Cécile Roland, qui est directrice RSE chez Rector Le Sage, qui viendra témoigner. Et puis, un dernier webinaire sur le fait de réduire les coûts et les impacts tout en créant de la valeur. C'est l'éco-conception par analyse de la valeur. Et là, je serai accompagnée de Faustine Vanul, qui est experte en analyse de la valeur. Euh, et je voulais aussi en profiter pour signaler nos autres Serious Games en bon français. Donc, nous avons la fresque de l'éco-conception, qui est une sensibilisation à l'éco-conception, et la fresque de l'éco-anxiété, qui vise à prendre du recul par rapport à ce phénomène d'éco-anxiété et à soutenir les particuliers et les professionnels qui sont particulièrement concernés par les enjeux environnementaux et sociaux et les grands défis de ce siècle. Euh,
Eh bien, il ne nous reste plus, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et nous Merci. restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, à la fois sur le jeu, sur ces jeux sérieux, et puis également sur tout le reste de l'offre. Nous avons notamment des formations plus classiques à l'éco-conception et à l'analyse de cycle de vie avec des dates qui sont programmées encore d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon déjeuner et espère échanger bientôt avec vous. Au revoir. Et voilà.